Peut-être me présenter, François-Xavier Blot, je suis carabinier depuis un certain nombre d'années, pas très longtemps. Je suis spécialiste des voyages de haute montagne, spécialiste par le fait de la connaissance de ces territoires-là, puis aussi pour l'organisation. Et dans certains cas, le guidage aussi. Donc, les voyages que je présente aujourd'hui au Rose de Salado, dans la Atacama et puis la Concagua. Eh bien, ce sont des voyages que j'ai eu l'occasion de guider dans les 12 dernières années, à quelques reprises, puis à organiser quasiment à chaque année, à part pendant la période COVID. Donc, écoutez, je vais y aller sans plus tarder. Ça se pourrait que les gens s'ajoutent, donc je vais y aller jazzy en commençant. On partage dès maintenant l'écran. Alors, voilà. Alors, nous voyageons en haute montagne. Donc, on part ça chez Caravanier. Puis sachez là, qu'on va essayer de prendre une demi-heure hein, pour présenter ça. On fait ça sur l'heure du midi. Les gens qui ont des pauses le midi pour le lunch. Alors, voilà, c'est une formule un petit peu plus raccourcie, donc ciblée, dans ce cas-ci, sur 2 montagnes. Mais d'abord, un topo sur ce qu'on fait chez Caravanier. Nos voyages un peu partout dans le monde. Donc, on a principalement environ 7-8 sommets, c'est ceux qui sont en rouge, dont une certaine concentration en Amérique du Sud. On voit Cotopaxi, Imani, Oro del Salado à Concagua, mais on voit que c'est ailleurs, Kilimanjaro, Merapic au Népal, les volcans mexicains, donc c'est pas mal là où on va jouer. Et quand la situation peut-être politique s'atténuera dans le futur, on ira vers le pic Lénine qui est en bordure, pas si loin, le Kyrgyzstan. Donc, c'est dans l'univers russe, on va dire. Et puis Stock Kangri, qui est un futur projet dans l'Himalaya indien. Si on se concentre un petit peu plus sur les sommets andins, les hauts sommets andins qu'on propose, les voici donc. À Concagua, 6962 mètres, c'est la plus haute montagne de l'Amérique. Et l'Oros del Salado, c'est la seconde plus haute montagne de l'Amérique et on peut dire que c'est le plus haut volcan du monde, considérant que c'est en effet, dans sa géomorphologie, un volcan. On fait aussi le Illimani en Bolivie et le volcan Cotopaxi en Équateur, combiné souvent avec le Cayambe. Encore une fois, ça, c'est des petites alternances cette année, puisque le Cotopaxi est en éruption. Alors, on a plutôt proposé le Chimborazo. Donc, Caravani, ça fait maintenant 25 ans qu'on existe, 25 ans qu'on propose des voyages engagés, mais pas juste ça, mais principalement dans l'univers de la randonnée, que ce soit en montagne, en moyenne montagne, sur des îles un peu partout, et aussi en kayak. On a quand même une bonne offre en kayak. Caravanier, ça fait des années, même très précurseur, est engagé dans la compensation carbone de ses émissions, puisqu'on est des voyagistes, donc on essaie de combler le plus possible. On était engagé aussi éthiquement par rapport à nos contacts, à notre approche du voyage, à notre découverte des cultures locales. Personnellement, un petit topo sur moi, mais sachez qu'on est une équipe, plusieurs personnes qui ont fait ces sommets-là et qui ont des gros CV aussi voyage, mais ce qu'on préconise, c'est l'expertise des destinations, l'expertise de la discipline. Donc, quelques petites mosaïques là, des sommets andins ici à travers le temps. Ça remonte, je regarde certaines photos, ça remonte quand même à il y a une vingtaine d'années. Et puis ma passion de l'escalade de la montagne remonte à très loin, donc début des années 80, et se propage maintenant dans la future génération. Alors voilà, donc on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet, la Concagua. Je l'ai dit tantôt, 6962 mètres, ça se trouve être la plus haute montagne des Amériques. Ça se trouve aussi à être, si vous voulez, la plus haute montagne non technique de la planète. C'est-à-dire que c'est considéré comme un trek technique en haute altitude. Ce n'est pas de l'alpinisme. Et le Rose del Salado va s'inscrire exactement là-dedans aussi. Du fait qu'on est situé entre le Chili et l'Argentine, je reviendrai sur les photos de Mendoza, eh ben c'est un climat qui est très désertique, très aride, donc très peu de formation de glaciers. C'est ce qui fait que ça rend accessible le terrain.
On reviendra tantôt en images. Donc, on se plonge. En fait, la ville d'arrivée pour la Concagua, c'est la ville de Mendoza. On est à peu près à la hauteur, si vous voulez, de Santiago de Chile. Donc, vraiment au cœur, si vous voulez, de l'Amérique du Sud. On est vraiment au centre du Chili, centre de l'Argentine. C'est une ville qui est très charmante, plutôt par son ambiance que visuellement. Bon, il y a quand même certains beaux endroits, mais c'est pas pour ça qu'on reconnaît Mendoza. C'est surtout en particulier pour être une des capitales du vin argentin, une capitale de la cuisine argentine qui est quand même réputée pour son petit côté carnassier. Puis c'est aussi sa simplicité dans la qualité des aliments, puisqu'il y a beaucoup d'influence italienne là, dans la culture argentine. Donc on fait un bon bain culturel, si vous voulez, à Mendoza. On va régler tout ce qui est paperasse, obtention de permis, finition des préparatifs. Sachez qu'en vue du départ de la Concagua 2024, le ministère du Tourisme argentin fait un rabais intéressant de 400 dollars US en fait sur le permis d'ascension. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est valable jusqu'au 30 juin. Donc on va en reparler nous autres dans nos communications. Mais sachez que là, c'est là que ça se passe pour les inscriptions de la Concagua. Notre version de la Concagua, on l'a repensée l'an dernier. On a fait la première nouvelle version de cet itinéraire en janvier cette année, puisque pendant quelques années, on l'avait délaissé, la Concagua, sachant que ça commence à être très commercial de tous les côtés, sachant que on manquait de plaisir à le faire de manière classique. Et donc, en le repensant, on l'a complètement brouillé ce qu'on faisait avant, puis on est allé avec ce scénario suivant, c'est-à-dire une stratégie d'acclimatation qui se fait dans un massif différent que la Concagua, donc le Cordon del Plata. On est situé à peu près 2h30 de route au sud-ouest de Mendoza. On est à peu près encore à 3 heures de route de la Concagua, donc on n'est pas très loin en distance, en kilomètres. Mais le Cordon del Plata, c'est un terrain d'acclimatation avec plusieurs semaines, plusieurs montagnes qui vont culminer entre 4500 et 6000 mètres presque avec le Cerro del Plata. C'est un terrain de jeu parfait parce que finalement, en allant dans le fond d'une vallée, on peut s'acclimater sur tous ces sommets-là depuis un refuge, ensuite un petit peu plus loin depuis un camp de base d'altitude, mais ça permet de garder une bonne dose de confort, de faire du climb ice sleep low. Pour un climb ice sleep low, ça veut dire donc monter haut et dormir plus bas pour stimuler le corps à créer des globules rouges, pour faire une acclimatation en étant quand même dans un contexte qui est peu fréquenté, qui est super charmant, qui a de la population locale, animale et humaine. Donc, c'est vraiment pendant une semaine une immersion dans ce territoire-là. Donc, on va passer avec 2 paliers, si vous voulez, pour les nuitées. Refuge autour de 3000 mètres. Un petit peu plus loin, Camp Piedra Grande ou peut-être Salto de Agua, un petit peu plus haut, à 4000, 4300 mètres pour pouvoir rayonner et atteindre quelques sommets aux alentours. Ici de Caen, c'est super bien situé. Donc cette année, on montait tout sur notre dos. Là, en 2024, on a mis des mules dans l'équation pour pouvoir encore une fois simplifier notre travail et se concentrer sur une acclimatation douce, lente, en vue de la Concagua un petit peu plus tard. Donc à partir de ce camp-là, Salto de Agua ou Piedra Grande, selon notre stratégie, sachez c'est très très flexible, c'est-à-dire qu'on contrôle à peu près tous les variables. Donc si on faut monter plus haut ou on maintient une altitude plus basse, c'est la décision du guide, c'est la décision par rapport au groupe. Mais depuis ces 2 endroits-là, finalement, on peut atteindre des sommets, entre autres ici, Vallecitos. On a le sommet Franque. Sachez qu'on est dans la combe, là, on est dans le fond d'une vallée de montagne et plusieurs, justement, sommets accessibles par la randonnée. Donc, c'est des treks qui pourraient avoir un peu de scrambling, donc l'utilisation des mains, mais à peine. Donc, de manière facile, sans trop déployer d'énergie, en étant à l'aise au niveau du sac à dos, on peut monter comme ça et redescendre plus bas pour faire le plein de globules rouges. Depuis certains sommets, on peut voir la face sud, sud-ouest de la Concagua.
et réaliser que finalement, aïe aïe aïe, il y a encore un beau 1500 mètres de gain à faire pour le plus haut sommet des Amériques. Mais on le voit, il est à côté, ouais, à vol d'oiseau, c'est vraiment pas loin. Donc ça nous met un peu dans le bain du chapitre suivant qui va suivre au bout de 7 jours de marche, acclimatation dans le cordon del Plata. On transfère en Jeep, on arrive au pied de la vallée, si vous voulez, d'une des vallées qui se rend à la Concagua. On est ici à la vallée de Los Horcones. On va opter pour la voie normale, pour l'acclimatation finale et pour l'ascension. Je reviendrai plus tard pourquoi la voie normale. C'est un choix éditorial, mais c'est que, bon, je vais y aller tout de suite dans le fond, c'est que finalement, entre la voie normale ou le côté du glacier des Polonais, depuis quelques années, il y a quasiment autant d'achalandage. Donc, c'est plus vrai de dire que y aller du côté du glacier des Polonais, c'est une façon originale de le faire, pas vraiment. Donc, ceci dit, après ça, c'est quoi les autres critères? Pour moi, pour l'équipe de Caravanier, c'était la mobilité qu'on peut avoir entre les camps pour minimiser le temps de transfert entre chacun d'entre eux. Donc, on peut se déplacer de manière relativement rapide, pas tant dans notre rythme, mais en heure de marche, finalement, entre le camp de base Place de Moulins et les camps d'altitude. Donc, s'il y a changement de météo, s'il y a quelqu'un qui va pas bien, redescendre ou se repositionner et monter plus vite, ça se fait beaucoup plus rapidement. Donc, pour nous, cette mobilité-là était clé pour réussir l'objectif de chacun, puis on se le cachera pas. Oui, le chemin, tout le chemin est super important et chaque jour est super important dans l'expérience qu'on veut donner, mais ça reste que la grande majorité des participants vont là pour faire le sommet. C'est notre objectif. On a le couteau dans les dents pour ça. Et donc, en optant pour la voie normale, c'était beaucoup plus favorable. Donc, tout ce beau matériel-là, on va faire une transition là, dans un hôtel, on fait plein de bonnes choses. On est à 2700 mètres. À partir de là, on repacte tout le matériel. On a une partie de notre épicerie, vivres, etc. pour l'expé, notre équipement et tout, qui sera empaqueté, transporté sur des mulets pour un trek de 2 jours. On va favoriser un trek de 2 jours. Même si on est déjà acclimaté, on repart tranquillement. On fait une transition calme pour pas se brûler en vue de l'ascension. Donc, tout est transporté sur des mulets. On est dans un environnement désertique montagneux, on le voit ici. Et on peut voir que dans certains cas, les caravanes de mules, c'est un certain volume. Okay? Donc, on vise, nous, le mois de janvier pour l'ascension de la Concagua, jusqu'au camp de base. C'est une grosse logistique, les mules et tout ça. C'est une grosse montagne de la planète puisque ça fait partie de la couronne des Seven Summits. Plusieurs personnes y vont et janvier reste la meilleure période de l'année pour le faire. C'est le cœur de l'été austral. Donc, ce qui fait qu'il faut s'attendre quand même à un achalandage. Mais sachez que nous, ayant déjà eu une acclimatation ailleurs, dans un environnement complètement différent, ben, on a pas mal moins de temps à passer sur la montagne que la majorité des autres personnes. On peut donc avoir une mobilité plus rapide que la majorité des autres qui vont commencer leur ascension. Tout ça, c'est transporté, donc sur pion bagage, transporté par des gauchos qu'on va engager directement. Donc, ces gauchos-là, c'est un peu la petite touche culturelle qu'on peut retrouver sur la montagne. C'est la culture, si vous voulez, genre de fusion entre des populations natives, autochtones d'Argentine et un mode plutôt cow-boy européen, donc espagnol, évidemment, un peu italien aussi. Donc, cette fusion de culture, on la voit, on la sent, on la partage pendant notre trek d'approche. Certainement qu'il y aura un asado, une parrilla, donc, si vous voulez, des grillades, finalement, traditionnelles qu'on fait sur la braise directement. Il y a une façon très particulière de le faire en Argentine. On va partager ça, moyennant quelques bouteilles de rouge avec les gens qui nous transportent. Voici un peu le début de la marche. Donc, c'est la quête qu'on se donne, se rendre au pied de la montagne. On est en mode traversée de désert, littéralement. Donc, souvent, on a des habits plutôt pâles pour faire face à une grande chaleur. Il peut faire autour de 35 degrés, très peu de
pluie, très peu de couverts nuageux, donc ça fait ici petite blague, mais on trouvait que le sol incarnait la grande sécheresse, donc il faut être quand même lent dans notre rythme. On part souvent très tôt pour éviter les chaleurs. On va s'hydrater énormément, se protéger le visage, protéger le corps en vue de maximiser notre énergie mentale et physique pour la portion expédition. Quelques petites photos du Plaza des Moulas, qui est le camp de base. Donc ça, c'est sûr, ça remonte à quelques années, cette photo-là, mais on peut s'attendre à peu près là, au même déploiement, peut-être un petit peu plus là, dans les années récentes. Sachez qu'il y a beaucoup de grandes tentes comme ça pour les services au groupe. Donc, c'est des services que nous, on va louer avec un fournisseur local et sur lequel ils pourront nous servir tous les repas, les apéros, avoir quand même un confort de camp de base incroyable. Donc ça va nous donner du temps pour nous, les guides, de se concentrer sur les participants, d'avoir une bonne acclimatation, que tout le monde dort bien, qu'on puisse donner le soutien moral nécessaire pour se préparer vraiment à l'ascension sur place. Ensuite, bon, on voit l'hélicoptère ici, il y a toujours un transport régulier d'hélicoptères qui se fait, c'est des gens qui veulent pas marcher souvent, ou c'est des gens qui sont évacués par cause de sécurité. Donc, il y a une équipe de médecins au camp de base. On a à chaque tentative d'ascension, on doit passer par les médecins et pour avoir une espèce d'approbation. Donc, est-ce que notre acclimatation est suffisante? Est-ce que notre taux d'oxygène dans le sang est bien? Si on a d'autres potentielles pathologies. Donc, ça, c'est un suivi qui est là. Donc, c'est une sécurité supplémentaire qui est intéressante et tout ça est couvert par le permis d'ascension. On se lance ensuite. La Concagua, on l'appelle en langue aymara, c'est la sentinelle de pierre. Donc, sentinelle de pierre, ça porte super bien son nom. C'est une immense muraille, moi je dis souvent un château. On va assiéger un château. Puis dans quelques moments, on va pouvoir en gravir quelques étages comme ça. Donc, on part a priori chargé. Donc, on doit faire on dit dans le jargon des loads entre les camps. Donc, des chargements, si vous voulez, avec l'équipement qui sera pas nécessaire pour une partie de l'expédition, donc pour une partie plus ultérieure, comme tous les vêtements chauds, le gaz, partie de la nourriture. Donc, on doit déplacer ça entre les camps. Ici, c'est une photo qui est pas tout à fait sur le côté de la voie normale, mais qui montre un peu tout le déploiement de matériel que nous, les guides, on gère. Alors, ça, c'est une stratégie qui sera propre sur la montagne, qui va vous être très clairement expliquée, mais cette stratégie-là, ça fait presque 20 ans qu'on la travaille, donc on y va de manière plus efficace. Sachez aussi qu'il y a la possibilité de prendre les services de porteurs. Donc, dans les camps de base, il y a plusieurs porteurs qui attendent le boulot. À 24 heures de préavis, on peut prévoir des charges de 20 kilos. Ça peut être partagé entre les participants, ça peut être pour vous seul, peu importe. C'est donc réglable directement sur place avec les gars et les filles qui transportent les charges. On en reparle tout ça dans des rencontres préparatoires avant, là, sans problème. Donc, c'est une logistique qui est tout à fait possible. Mais nous, notre service de base, on prend plusieurs services de porteurs là, pour tout ce qui est équipement commun, mais on ne pousse pas pour au-delà de ça, on laisse ça à si vous voulez, la discrétion de chaque participant. Par contre, on va coordonner la logistique de ça. Une chose qu'il faut savoir sur les montagnes de cette envergure-là, c'est qu'il y a beaucoup de temps à rien faire. Donc, beaucoup de temps à vivre en campement. Moi, j'adore rien faire. Il y a quasiment aucun stimuli. Il n'y a pas d'Internet. Il y a juste un beau paysage autour de nous, d'autres personnes à qui échanger, à qui parler, juste dormir. Donc, c'est souvent les journées d'action où on bouge, où on marche. C'est entre 3 et 4 heures, 4h30, 5 heures, des fois, selon. Mais donc, si on commence tôt, ben, on finit tôt, et donc on a souvent les après-midi libres. Ces après-midi-là, il faut apprendre à respecter l'art de rien faire, la farniente, parce que on va être en régénération d'énergie, en création de globules rouges. Donc, tout ça fait partie d'une approche d'acclimatation qui est super stricte, en tout cas dans notre côté. Et donc, je rentrerai pas dans les détails, mais pour nous, c'est une valeur super importante, cette espèce d'équilibre entre l'effort et le repos.
Voilà, donc on est au camp Nido de Condores. Donc, ayant fait notre acclimatation avant, dans le Cordon de Plata, on peut monter directement à 5400 au second camp. Donc, on ne fait pas de camp alternatif ou intermédiaire à Camp Canada, qui est souvent fait par d'autres expéditions. On va directement là. On se positionne donc plus vite sur la montagne. Ça serait éventuellement même une possibilité de partir de ce camp-là pour aller directement vers le sommet. Mais c'est sûr qu'un 1500 mètres de gain pour une poussée sommitale, c'est extrême, donc c'est pas le scénario qu'on va préconiser. On va plutôt, dans notre cheminement d'acclimatation, miser sur un autre camp que je vous présente dans 2-3 photos. Et sachez que c'est ça, la vie de camp, pour conclure avec ça, ça reste que c'est ces petits moments-là de beauté magique le soir, au coucher du soleil, qu'on contemple ensemble. Ce moment-là, c'est fort. Et donc, cette photo-là, je trouvais qu'elle représentait bien toute la camaraderie de la haute montagne. Parce qu'avant tout, oui, c'est sûr que, en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup une espèce de extrapolation de l'individualité, de vouloir prouver des choses à nous-mêmes ou aux autres. Ça, je vous laisse l'interprétation de ça. Mais ça reste qu'en bout de ligne, dans les faits, puis dans notre valeur, pour nous, la camaraderie, l'entraide, le fait de partager un but commun ensemble, dénudé, si vous voulez, de toute forme de stimuli extérieur, ou presque, c'est riche, puis c'est assez unique. Donc, et c'est ça pas mal qui va ressortir d'une expédition comme ça, au-delà du sommet. Donc, c'est les moments forts du voyage. Je reviens avec mon idée de camp. Donc, le dernier camp où on veut se positionner, c'est celui-là. Ça peut être aussi le camp Berlin, qui est une espèce de camp voisin du camp Choléra. Cette année, c'est une photo de cette année, ça. Très occupé, disons. Par le passé, là, ça pouvait être pas mal plus tranquille que ça. Donc, on verra bien pour le futur. C'est sûr que c'était le retour post-pandémique en 23. Puisque c'était plus assez timide en 22, on verra en 24. Donc, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ça, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de monde qui revient du sommet, il y a du monde qui se repose là, puis il y a du monde qui tente le sommet. Donc, il faut peut-être penser que c'est le tiers des gens qui vont bouger. Le jour venu, quand nous aurons la météo, quand nous aurons les conditions finalement sur la montagne, on tentera le sommet. Donc, une ascension comme celle-là, puis comme le Rose del Salado, il y a un autre volet qui est la météo et la forme des gens. Donc, on ne peut pas suivre un itinéraire à la lettre écrit 6 mois, 10 mois d'avance. Okay? Donc, tout ça va se tracer à peu près 48 heures à l'avance. Donc, il faut avoir une très grande flexibilité mentale, physique pour ça, pour arriver fort, relativement en santé et dans la bonne fenêtre météo pour le sommet. Okay? Donc, ça, c'est notre stratégie, notre expérience, nos sources de rapports météo pour prendre cette décision-là, sachant quand même que, je l'ai dit tantôt, la période est favorable aux ascensions pour avoir de bonnes conditions. Donc, c'est parti, on part très tôt, on part avant le lever du soleil, 4-5 heures, et puis ascension tranquille, lente, pour combler les 1000 mètres qui vont nous séparer du sommet. Avant d'arriver au sommet, cette fameuse canaleta, qui des fois est très enneigée, donc ça, c'est vraiment si vous voulez, la crête sommitale entre la face nord et la face sud. On voit un peu la face sud un petit peu plus sur cette photo. Puis je vous dirais que la canaleta est plus souvent dans ce type d'enneigement-là que dans la photo précédente. Okay, mais la canaleta, c'est qu'elle reste, c'est le petit, si vous voulez, c'est le petit couloir. Eh bien, ou le petit chemin, il reste toujours enneigé. Donc, c'est pourquoi on a besoin de porter des crampons. Pour cette portion-là, on va avoir les bâtons de marche, puis piolet dans le dos si jamais elle est plus enneigée qu'à l'habitude. Mais cette superbe face nord, face sud, pardon, elle est incroyable et donc on va la dominer à un moment donné, juste avant d'arriver au sommet, à 6962 mètres. À certaines circonstances, en 2017 ici, ça s'est fait dans des conditions super favorables pour être en t-shirt en haut. Mais il faut s'attendre à des températures qui sont objectivement autour de moins 10, moins 15 degrés. Donc, on ressentit pas mal plus que ça
Donc, il faut vraiment être en condition de haute montagne, toutes les bottes de montagne super importantes, grosses de dounes, les extrémités super au chaud. Ces détails-là, c'est des documents qu'on vous remet en préparation en vue de l'ascension. On garde cette morale, donc pour nous, un sommet réussi, c'est un sommet où tout le monde revient en bas. Donc, on ne pousse pas le gambling pour assouvir un attrait vers le sommet. C'est pas le sommet, absolument. Ça, c'est on est assez strict à ce niveau-là. On va faire un suivi assidu de vos signes et symptômes, de comment évolue votre saturation sanguine, comment mentalement ça va dans la progression. Donc, c'est tout un regard qu'on pose tout le long de l'ascension. Long retour, 26 km à peu près. Là, on va être en mode le sommet est derrière nous. On a hâte de revenir à Mendoza. Fait qu'on trace ça d'un trait. C'est 7 heures de marche dans une vallée où tu penses pas voir la prochaine courbe tellement que ça évolue pas, parce que tellement que le paysage est immense. Mais finalement, on finit par arriver au bout. Puis, ben, c'est les gueules qu'on voit. Là, c'est pas mal de gars là, sur cette photo-là. Souvent, on est dans un ratio peut-être un tiers, deux tiers. Gars, deux tiers gars, un tiers de filles. Mais ce que je retiens de ça, c'est les sourires. C'est nos faces un peu abîmées, mais c'est tout ce qu'on a revécu ensemble. Donc, c'est la grosse, je trouve, le gros highlight de ce voyage sur la Concagua. C'est vraiment de vivre une expédition, littéralement, en montagne. On a peu ça ailleurs parce que des fois, les sommets prennent pas assez de temps. Des fois, les sommets, il y a beaucoup d'approches en véhicule et tout. Là, on y va all-in, si vous voulez. Donc, retour à Mendoza, retour aux bonnes choses. Donc, on va ce coup-ci profiter littéralement de ses grands vins, de sa cuisine abondante, de ses grosses grillades, bife chorizo et autres. Il y aura des options végétales aussi pour ceux qui sont pas très viande, mais c'est l'art de la table, c'est l'été et tout ça, ben nous autres ça se passe pendant l'hiver au Québec, donc ça fait vraiment une belle petite parenthèse de chaleur à tous les niveaux pendant l'hiver. Donc voilà. Donc à Concagua, c'est janvier 2024. C'est un départ qui est sur le point d'être confirmé. On a plusieurs personnes intéressées en ce moment. C'est là que ça se passe. Je répète, en fait, le permis d'ascension a des bonnes réductions avant le 30 juin. Ça fait quand même une différence sur le total du voyage. Je vous invite à aller sur le site internet de Caravanier à Concagua. Donc, c'est Amérique du Sud, Argentine, à Concagua, pour voir les détails. Je fais peut-être une mini pause de partage. Donc, si vous avez des questions, je répète, hein, vous pouvez les écrire dans le Q&R pour me les poser, puisqu'on ne peut pas s'entendre. Donc, je continue avec petit 15 minutes sur Oros del Salado. Je repartage donc mon écran. J'aurai besoin des thumbs up pour me dire si c'est bel et bien sur 2 pages ou une seule que vous voyez les photos. Voilà. Ok, merci. Ouf, c'est mon plus gros stress. Donc, Rose Salado Atacama. Donc, ça, c'est un voyage dont la formule n'est pas tout à fait la même. Ok, donc, oui, c'est une ascension d'un très grand sommet andin, c'est 1893 mètres, mais toute l'acclimatation va se passer, si vous voulez, en mode exploration. Donc, on va être dans un mélange de rando, dans un mélange de déplacement en véhicule, souvent en Jeep ou en 4x4, ou en Tacoma, hein, c'est Toyota, pour aller explorer tous ces endroits qu'on retrouve dans cet immense et sublime pays qu'est le Chili. Donc là, je sais pas si vous êtes assez bon géographiquement pour voir, là, mais ce qu'on voit ici, là, donc c'est la partie nord du Chili. Donc, Antofagasta, là, c'est quasiment collé sur la Bolivie, mais ça pousse encore jusqu'au Pérou. Et donc, c'est le nord, mais pas totalement nord. La portion qui nous intéresse, c'est où il y a l'étoile autour de Calama. Donc, pour se rendre là-bas, c'est un vol sur Santiago, qui passe souvent depuis Toronto. On arrive à Santiago, puis on reprend un vol national sur Calama. Arrivé là-bas, on se déplace à San Pedro de Atacama.
De là, ça devient notre camp de base pour explorer tout l'univers vraiment du désert d'Atacama, du salar d'Atacama, de tous ces volcans. On est vraiment dans un univers de paysages surréalistes. Salvatore Dali s'est d'ailleurs inspiré de ça il y a plusieurs dizaines d'années dans ses voyages. Donc, c'est là pour lui où le surréalisme s'exprimait à son meilleur, un peu dans le sud de la Bolivie aussi. Alors, pour nous, on fait un mélange, si vous voulez, d'exploration de territoire, de paysage et de marche en itinérance. Et subtilement, puisqu'on sera toujours au-delà de 3000 mètres presque, eh bien, notre acclimatation se fera en vue du Ojos de Salado. Donc, bon, on met ça concrètement. Donc, San Pedro d'Atacama, c'est la petite ville sympathique. Et ça sera notre bastion aussi d'oxygène. On est à 2500 mètres à peu près. Il y a tous les services, des super bons restos, des hôtels sympathiques. Donc, c'est quand même un beau lieu pour arriver dans le contexte. On est dans le passé colonial espagnol. On est dans l'univers des mines de cuivre. On n'est pas nécessairement dans le plus beau côté du pays à ce niveau-là, mais ça reste que bon, c'est une réalité du nord du Chili. C'est l'immensité. C'est un des volcans les plus arides au monde, à peu près 2 millimètres de pluie annuelle. Donc, c'est juste comme la vie n'est pas faite pour être là, mais la vie persiste quand même et on aura plusieurs occasions de saisir cet angle-là. Ça sera aussi une occasion de observer le ciel, puisque c'est si vous voulez, je me souviens plus comment on appelle ça, mais pas un paradis d'étoiles, mais bref, le mot m'échappe, mais sachez qu'il y a plusieurs grands observatoires qui sont dans cette région du Chili, donc ça devient aussi un aspect au niveau de l'astronomie qui est super intéressant. On va explorer. Donc, au début du trek, on se base à San Pedro. On va aller explorer. C'est là qu'on part en road trip, si vous voulez. On veut parfaire un peu de notre acclimatation. On va être entre 2500 et 4000 mètres. Donc, plusieurs lagunes. Donc, la lagune Minigües, qui est à l'est de San Pedro. Les salars. Les salars, c'est des lacs alcalins, si vous voulez, des lacs salés, qui, selon leur période de l'année, vont être plus déshydratés ou pas. Donc, quand même, des paysages sublimes, super différents des Laurentides au Québec. Je dis ça parce que je suis ici en ce moment. Mais bon, tu sais, donc, exploration de ça. Donc, le but de ça, c'est se remplir la mémoire de paysages. On est en mode actif puisqu'à chaque fois on bouge, mais on n'est pas encore en mode rando. Okay? Donc, on va chercher vraiment des paysages uniques parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent de ça dans le monde ailleurs. On est quasiment dans une ambiance de création du monde. Là. Flamant rose, certaines faunes, tout ça c'est très particulier, tout ça est très contrastant dans cet univers-là. Certains arbres de piedra, donc des arbres de pierre, si vous voulez, qui ont pu peut-être influencer M. Dali et autres créateurs. Donc, on est dans cet univers-là pendant quelques jours avant de partir en trek pour 4 jours en consécutif, puisque autour, entre Calama et San Pedro, il y a des populations locales, indigènes, qui y vivent, autochtones, disons. Et puis, l'idée, ça va être de faire un trek de village en village dans différents environnements. Donc, on passe on va avoir un regard aussi historique sur certains établissements de l'époque coloniale, des coins plutôt irrigués, donc on est vraiment dans le désert où il y a la vie, finalement, puisqu'il y a plusieurs petits oasis où se sont construits ces villages-là. Donc ça va être intéressant, une belle immersion culturelle qu'on n'aura pas beaucoup l'occasion d'avoir ailleurs, puisqu'on est vraiment dans ce voyage-là dans un contexte beaucoup plus nature. Voilà. Donc, ça me donne un peu l'ambiance. Certaines photos datent une couple d'années, je regarde la résolution, mais bon, ça donne une très bonne idée de sur quoi on marche. Et donc, ça va durer 4 jours et on va se rendre jusqu'au pied d'un volcan qu'on appelle le Cerro Soquete. Donc, ça va être notre première ascension d'acclimatation à 5440 mètres. Donc, c'est un sommet qui se fait en une journée, puisque déjà là, la base, elle est au-delà de 4600 à peu près. Donc, on a 800-900 mètres de gain à faire. On y va super tranquillement. Encore là, vous voyez, on monte, on descend,
on ouvre les paysages, on ouvre la vue, et continuellement, comme ça, on va s'acclimater, toujours en vue de l'objectif final. On descend au, au geyser de Tessios. Donc, super geyser. Il y en a quelques-uns dans le monde. Hein. L'activité volcanique comme ça, de geyser, c'est rare. On en retrouve un peu en Islande, on en retrouve un peu dans le parc de Yellowstone, mais c'est rare. Donc, on est à 4400 mètres. On va explorer ce territoire-là un petit peu quand même, encore une fois, surréaliste. On peut se baigner si ça vous dit. Donc, ça va être finalement, notre objectif, notre lieu final avant de se relancer sur San Pedro et se mettre en mode transition vers le sud de la Bolivie. Donc, ici, Vallée de la Lune, à quelques kilomètres de San Pedro. On part en Jeep, on traverse la frontière bolivienne, puis on se rend dans le sud du pays, donc autour des 3 lagunes, Laguna Blanca, Verde, et un petit peu plus loin, Colorada, pour aller faire le sommet du Licancabur. Pas réussi à trouver des meilleures photos du Licancabur. On l'a vu tantôt sur la photo avec le lac alcalin. C'est un super volcan conique qui va culminer autour de 5900 mètres environ. Et donc, tout au long de l'ascension, on a cette superbe vue sur les lagunes. Donc, c'est un grand classique quand même, mais c'est un sommet qui permet d'avoir un des plus beaux points de vue sur le sud-est de la Bolivie. Sud-ouest, pardon, de la Bolivie. Donc, ascension à 5900 mètres, vous voyez, on progresse dans notre acclimatation. Donc, ça sera tout ce qu'on fera dans le nord de l'Atacama. On va redescendre à San Pedro, on descend, ensuite descend littéralement géographiquement vers la région de Copiapo, environ quasiment 1000 km de road trip, en passant entre autres par le parc des Pan de Azúcar, pain de sucre, si vous voulez, cette petite montagne-là, qui est une île sur l'océan Pacifique. Pause plage, imaginez-vous en contraste entre 5900, puis là, on fait le plein d'oxygène, on fait le plein de bonnes choses, et puis direction vers la frontière argentine pour se rendre au pied del Oros del Salado, donc dans un campement qu'on va faire, un campement d'acclimatation, qui s'appelle le campement de la Laguna Verde. Donc, vous pouvez deviner que finalement, il y a bien des Laguna Verde, des Laguna Blanca dans cette région-là du monde, parce que selon le taux de minéraux dans l'eau, ben ça va orienter la couleur des lagunes. Donc après ça, les premiers qui sont arrivés là ne savaient pas qu'il y avait déjà une autre personne qui l'avait appelé de même avant. Donc c'est souvent Laguna Verde et autres. Peu importe. On est là, on mange bien, on est acclimaté, on est à 4200 mètres d'altitude, c'est quand même pas si mal. On va, encore une fois, pas trop stresser la progression en altitude. On progresse. Et on prend le temps aussi de contempler, donc il y a beaucoup de ça dans ce voyage-là, des marches comme ça pour pallier son corps à la haute altitude et viser ce qu'on s'en va faire, une ascension de 6893 mètres quand même, c'est pas banal. Voilà, donc ça c'est ma gueule à moi. Donc au retour de Los del Salado, donc je vais vous dire ce qui s'est passé entre les deux. Donc on a 2 campements sur le Los del Salado. On a un campement à 5000 mètres, qui est le campement, camp de base, on va l'appeler comme ça, puis un campement plus haut, Terros, qui est à 5800 mètres. Donc puis en plus, il faut savoir qu'on monte directement en Jeep à ces altitudes-là, et on comblera les 2 paliers finaux, si vous voulez, la montée jusqu'à Terros, qu'on voit ici, et de Terros jusqu'au sommet pour l'ascension. Donc finalement, il y a 2 étapes. Donc, quelques jours, puisque toute l'acclimatation va être faite avant. On reste pas mal moins longtemps sur l'Oros del Salado qu'on va passer du temps sur la Concagua. Terra, c'est super basique, c'est 2 containers collés ensemble. Sinon, on va monter les tentes autour, mais si on peut se servir du refuge, on va le faire. Même malgré que là, écoutez, en 2023, je sais pas dans quelles conditions ça va être, mais ça fait quand même un refuge de sécurité protégé des conditions. Moi, c'est ce que je retiens. On va certainement opter pour le camping tout autour. On va partir très tôt la nuit parce que bon, on veut quand même profiter d'une fenêtre de temps qui va nous donner le temps pour monter finalement. Et là, on voit qu'on est vraiment dans un univers lunaire. Le Rose de Salado, sa composition rocheuse est vraiment sur des types de roches très blanchâtres.
On regarde ça, puis on est sur une autre planète. C'est sa particularité. C'est un gros tas de roches, mais qui est immense et qui est super distinct par son type de paysage. Un grand zigzag de terrasse pour arriver dans une caldeira sommitale où on va en faire le contour pour finalement monter à la partie finale, il doit y avoir quelques mètres là, où on doit utiliser les mains. Imaginez-vous utiliser les mains à 6850 mètres, c'est rochant. Mais l'effort en vaut la peine parce que bon, sommet finalement qui s'ouvre encore une fois sur tout un autre côté des Andes en direction de l'Argentine, donc c'est sublime. On atteint donc 6893 mètres au bout de tous ces efforts. Encore une fois, la règle s'applique pour la redescente. Un sommet se réussit quand on arrive en bas. Et donc, cette longue descente qui est en zigzag, je ne sais pas si vous avez des bons yeux ou si la caméra le rend bien, mais on voit le camp tout au loin. Petit container orange, et puis après ça, tout ça continue plus bas jusqu'au camp de base. On se sort de là en quelques heures de route après pour regagner la côte Pacifique et finir le voyage à Bayang Glacia. Et Bayang Glacia, c'est superbe pour sa côte colorée, la mer est calme, c'est un spot protégé, plein de bons restos, on est dans la culture chilienne, mais maritime, donc on change complètement d'univers en dedans de 24 heures. Et ça sera comme ça que le voyage se finit dans notre découverte du nord du Chili. Donc, on joue beaucoup sur les contrastes dans ce voyage. Le départ cette année, c'est en novembre, donc les bonnes périodes pour faire cette ascension-là, c'est souvent dans les transitions de saison, puisqu'on est dans l'univers austral, là, à ce moment, c'est un peu comme la Concagua. Donc, si vous voulez, on est au printemps, c'est là que c'est le plus stable au niveau du climat. Il y aurait aussi, par extrapolation, l'inverse, c'est-à-dire février-mars, pour l'automne ou la fin de l'été. Mais nous, on vise novembre. Cette année, on a déjà 3 inscrits. Il manque 2 personnes pour confirmer le voyage. Et c'est le grand retour de Caravani sur le Rosel Salado après quelques années. C'est un voyage qu'on a fait peut-être si je combine l'expérience de Caravani et la mienne, donc peut-être 6-7 éditions. Donc voilà. Donc c'est un voyage sur lequel on compte bien refaire puisqu'on le trouve super original. Donc voilà, ça finit ma présentation, 45 minutes, c'est pas si mal. Si vous avez toute autre question, je vous invite à m'écrire. Donc, je peux écrire dans le chat mon adresse. Sinon, je pense que vous la trouvez sur le site internet, mais c'est FX. Donc, François-Xavier FX à commercial caravani avec un S.com pour toute question. Sinon, vous trouvez ce voyage-là, Chili, donc Amérique du Sud, Chili, Ojos de Salado. Donc, merci d'avoir été là. Je peux rester encore 5 minutes ou le temps qu'il faudra pour prendre vos questions. Puis, vous allez voir, ça va bouger. Pierre Ranco, la question qui tue. Je vais l'écrire. Donc, c'est plus oui que non, la réponse. Parce que c'est vous. Je vais être branché là-dessus d'ici le début, je dirais d'ici 2-3 semaines, à peu près. Je vais le laisser savoir. Je veux avoir le temps de bouger en vue du permis. Donc, je veux que tout le monde puisse profiter du permis. Salut Michel. À rabais. Donc, ça fait quand même une différence de 400 US. C'est pas banal. Donc, en fait, 300 ou 400. Mais bref, c'est là que ça se passe. Là. Donc, pour les inscriptions, la confirmation du voyage, là, c'est vraiment là que ça se passe. Et la décision de qui guidera. Super, André, merci. Donc, c'est ça. Donc, bref, ceux qui quittent, tant mieux, merci. Merci de m'avoir écouté. Je reste encore pour prendre des questions. Et puis, après ça, vous m'écrivez par email ou on se parle par téléphone. C'est toujours ça qu'il faut. Parce qu'on veut parler, sélectionner, pas sélectionner, mais s'assurer que tout le monde sache exactement dans quoi il s'embarque pour un voyage de cette envergure-là. Donc, voilà.
Je lis vos questions en ce moment. Merci. Bonne journée à tous ceux qui quittent. OK, André, ouais. Donc, André, je sais pas à quel moment tu es arrivé dans la présentation, mais la voie qu'on prend, OK, suite à une acclimatation dans un autre massif qui s'appelle le Cordon del Plata, c'est la voie normale de la Concagua. Parce que maintenant, l'achalandage est à peu près kiff-kiff. Donc, pour nous, puis le glacier des Polonais, pour vrai, là, on le voit peut-être dans une journée, là, si on le fait par la voie des Polonais, parce que sinon, on est toujours caché par le massif. Donc, pour nous, c'est la voie normale parce que ça permet de faire des déplacements entre les camps beaucoup plus rapidement, puisque la distance est très courte. Donc, s'il faut se positionner pour une ascension, parce que là, la météo est changeante, ben on peut le faire. S'il y a quelqu'un qui va pas bien dans le groupe, on peut redescendre rapidement. Donc, le repositionnement est beaucoup plus simple. Donc, par le passé, on faisait la route 360. Donc, qui était le tour de la montagne. On partait du côté des Polonais, on revirait de la côte, si vous voulez, par la voie normale. Mais c'était très demandant en transport de matériel. On se brûlait énormément avant de se positionner pour le sommet. Là, ça change complètement avec la stratégie qu'on fait. Ouais. Cool. Écoutez, s'il y a d'autres questions, je vois pas le chat, mais en tout cas, mon adresse super simple, fx@caravanier avec un s.com. On se prend un rendez-vous pour en parler au besoin. Sinon, merci beaucoup. Muchas gracias. Et à bientôt. Oh, Steve. Ouais, ok, Steve, je peux rester là. Donc, pour la préparation, ben, la préparation, là, c'est ben, d'abord, nous, on va donner une liste d'équipements super précise par rapport à ça. On est en train de monter des plans de préparation physique. Mais en gros, là, c'est de faire de la marche chargée avec du dénivelé. C'est pas mal ça la Concagua. Donc, il faut que nos muscles soient capables de transporter 15 à 18 kilos. Il faut que nos muscles soient capables de faire ça en montant du dénivelé. Donc, les étapes les plus grandes auront à peu près 1000 mètres. On a ça au Québec, 1000 mètres. Donc, il faut y aller progressivement, mais je voudrais que quelques mois avant, il faut être capable d'avoir sur soi de bonnes charges et de faire des bons dénivelés. C'est l'unique, je voudrais, préparation à avoir. Évidemment, tout ce qui est cardio, tout ce qui est sport de fond, vous faites peut-être déjà, ben, progressivement les faire plus. Faut pas s'écœurer non plus avec ça. OK, la game est beaucoup dans la tête aussi pour la Concagua, donc là, vous endurcir le mental, ben ça, c'est votre vie avant, c'est vos passions, votre métier peut-être qui pourra vous aider là-dedans. Mais si on veut, du point de vue purement physique, c'est vraiment dénivelé avec des charges. Pour plus d'infos, écrivez-moi. Donc, merci, puis au plaisir d'en reparler.